Et à tous et bienvenue dans ce webinaire donc, organisé par le réseau H2I pour handicap et innovation inclusive. Un webinaire qui va sans doute être le dernier du réseau H2I dans cette configuration-là, mais on vous dira peut-être quelques mots sur le sujet à la fin. Un webinaire pour parler de co-conception avec les personnes en situation de handicap, avec Hélène Malinger, qui est chef de projet à l'IDEAS Lab by ADAPI Meuse, Benjamin Nanchen, qui est adjoint scientifique à la HES-SO Valais-Wallis et manager du Living Lab Handicap de la Fédération pour la recherche en faveur du handicap, située en Suisse, et Estelle Perrard, qui est responsable du Tech Lab d'APF France Handicap. Donc, trois intervenants que je remercie qui vont nous présenter trois façons de faire participer les personnes en situation de handicap. Si vous êtes d'accord, je vous propose d'avoir chacun 10 minutes pour présenter la façon dont vous travaillez et puis avoir ensuite un échange d'une trentaine de minutes avec la salle pour répondre aux questions que les gens ne manqueront pas de se poser. Est-ce que ça vous convient? Du coup, Hélène, est-ce que vous voulez bien commencer? Je prends par ordre alphabétique. Ça marche, pas de souci. Et ben, je vais partager mon écran tout de suite. Hop, hop. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui? Ok, super. Je me présente, Hélène Mallinger, je suis responsable du projet IDES Lab, donc le laboratoire AID de l'ADAPE de la Meuse, qui est donc une association départementale pour les personnes en situation de handicap qui existe depuis 60 ans. Donc, je vais parler d'IDES Lab, qui est un Living Lab, et également de la plateforme Léonard, qui est une plateforme qu'on a sortie il y a seulement quelques mois. Voilà, donc tout d'abord, juste vous présenter l'équipe pour que vous compreniez un petit peu comment ça s'articule. Donc moi, je suis chef de projet, donc je suis plus sur la partie relations avec les entreprises, communication, recherche de financement. On a un domoticien au sein de l'équipe qui est là pour pouvoir programmer et créer des choses sur mesure pour les personnes que l'on accompagne. Une ergothérapeute et Gérélie qui, alors, donc là j'ai marqué testeur, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un testeur ensuite, qui était en service civique chez nous pendant 6 mois et qui est en situation de handicap et qu'on a intégré au sein de l'équipe. Donc, IDES Lab, qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit d'un projet où on identifie donc des bénévoles testeurs, donc des personnes en situation de handicap, qui donc testent des choses qui peuvent améliorer leur autonomie au sein de leur domicile. Donc, quand je dis des choses, c'est des innovations, hein, ça va être tout ce qui va être objets connectés, applications, robots, intelligence artificielle, etc. Donc, on a aujourd'hui une petite vingtaine de testeurs qui sont en fait nos experts et qui permettent d'expérimenter des innovations pour voir si, au sein de leur quotidien, ça a un impact vraiment positif pour améliorer leur autonomie et leur maintien à domicile. On a également donc un Living Lab, un tiers-lieu où on fait toute la partie pré-test, c'est-à-dire que tout le matériel qu'on met à disposition pour nos bénévoles, on le teste nous en amont avec le domoticien et l'ergothérapeute pour vérifier que tout est OK et pour pouvoir également créer ce qu'on appelle des fiches FALC, des modes d'emploi en FALC, en facile à lire et à comprendre pour faciliter l'appropriation, l'installation, l'utilisation des outils qu'on propose aux personnes en situation de handicap. On a également, j'en parlerai un tout petit peu, pas beaucoup parce que c'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais on a également créé une plateforme qui s'appelle la plateforme Léonard, où en fait tous les outils qu'on a testés avec nos experts bénévoles, on les a référencés sur une plateforme avec nos retours d'évaluation pour parler de ce qui a fonctionné, moins bien fonctionné, et pour que toute personne qui cherche des outils pour améliorer son autonomie puisse se référer à ce site-là pour obtenir des réponses et identifier les bons outils. Voilà, donc j'ai parlé tout à l'heure de Living Lab. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Living Lab, c'est une méthodologie qu'on utilise de plus en plus, hein. C'est une méthodologie innovante qui vise à intégrer en fait tous les acteurs
de l'écosystème dans un projet pour pouvoir récupérer les prismes de chacun et faire qu'on va aller au plus proche des réalités terrain de chacun. Donc ça s'appuie sur la co-construction, la co-création avec tous ces acteurs. Et quand on dit tous ces acteurs, c'est bien évidemment aussi la personne en situation de handicap elle-même, qui est nous, en tout cas, dans notre projet, l'expert. Hein, tout part d'elle, tout part de ses besoins, de ses demandes. Et bien sûr, avec un respect de l'autodétermination qui est hyper important dans notre projet. Pour vous donner des exemples de profils testeurs, donc là, c'est les premiers. Alors, tout est vrai dans cette slide, sauf les prénoms, je les ai changés. Mais donc, on a par exemple Quentin, qui a 24 ans, qui est dans un foyer de notre association, qui est en recherche d'emploi et qui a été diagnostiqué autiste Asperger. Donc, lui, on travaille principalement sur tout ce qui va être organisation, planification et aussi tout ce qui va le permettre de se sentir bien, de réduire en tout cas l'anxiété au sein de son logement, lié aussi de par le spectre autistique. On a Thibaut, 16 ans, qui est donc encore en IME, qui vit chez sa maman et qui présente une pathologie neurologique de type encélopathie et qui est non communicant et en fauteuil électrique. Donc c'est pareil, c'est des profils encore différents avec lesquels on va pouvoir travailler et proposer des outils différents et les tester avec lui pour essayer de trouver avec lui ce qui va vraiment fonctionner et avoir un impact positif sur son autonomie. On a Jean et Didier qui sont deux colocataires en habitat inclusif et qui ont tous les deux une déficience intellectuelle avec qui on travaille principalement sur tout ce qui va être repères spatio-temporels. Pas forcément notion de si c'est le matin, le soir, l'hiver, l'automne, le printemps. Donc voilà, ça, on va travailler sur toutes des choses liées à la météo ou toutes des choses liées à l'organisation et le séquençage de la journée. Et on a par exemple Julie qui était en foyer et qui était en démarche pour vivre en milieu ordinaire. Donc il y avait toutes des choses à travailler avec elle pour qu'elle puisse vivre dans le milieu ordinaire dans les meilleures conditions et avec toute l'autonomie possible. Donc en fait, tous ces profils-là, on est parti de leurs besoins, de ce que eux nous disent d'eux et de leurs difficultés. Et ensuite, on va rechercher des outils qu'on va leur proposer en test pour pouvoir voir en effet si les outils qui sont commercialisés sur le marché peuvent avoir un impact positif ou non sur ces personnes. Donc les étapes hein, fonctionnent comme ça. D'abord, on analyse les besoins de la personne, ses habitudes. Ensuite, on recherche des outils. On va leur proposer un ou plusieurs outils répondant aux besoins. Ensuite, on les intègre au sein du logement, donc on les installe et on leur fournit le petit mode d'emploi. Et ensuite, on va évaluer à l'aide de grilles d'évaluation personnalisées pour chacun, en fonction aussi de leur niveau de cognition, pour pouvoir avoir un feedback sur toutes ces innovations, pour voir si dans la réalité terrain, ça fonctionne ou pas. Donc, on a différents types d'outils. On a des outils qui vont nous être prêtés ou donnés par des entreprises qui sont, elles, demandeuses d'avoir des retours utilisateurs terrain, des personnes utilisateurs elles-mêmes. On va aussi acheter des solutions où parfois on n'est pas forcément rentré en contact avec l'entreprise, mais on juge que l'outil est intéressant, donc on investit. On va aussi avoir des entreprises qui vont nous mettre à disposition des prototypes, donc c'est-à-dire avant qu'ils sortent sur le marché, pour voir si en effet, entre ce qui a été pensé et l'usage réel, il y a une adéquation. Et enfin, et là c'est très intéressant, c'est que on va co-construire des solutions sur mesure avec eux. C'est-à-dire qu'on va proposer une version 1, on va lui faire tester, basé sur leur retour, on va l'améliorer, et cetera. En fait, on a des équipes qui sont formées pour programmer et créer des objets connectés. Donc, on va vraiment pouvoir faire avec eux sur mesure des choses pour répondre à leurs besoins, en espérant que ça puisse répondre aux besoins d'autres personnes aussi, et donc que les outils qu'on va co-construire avec ces personnes-là puissent aussi aider d'autres personnes. Voilà, donc là, c'est pour ceux qui connaissent, en tout cas, les différentes entreprises avec lesquelles on travaille. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ADAPI de la Meuse accompagne principalement des personnes qui ont un handicap psychique ou mental. Et donc, pour pouvoir avoir d'autres cas d'usage et d'autres types de handicap ou d'autres pathologies, on a créé des collaborations avec d'autres associations qui nous mettent également à disposition des bénévoles, testeurs experts pour pouvoir travailler sur d'autres thématiques, tout simplement, et donc élargir le spectre de nos actions.
Voilà, donc je parlais un tout petit peu tout à l'heure de la plateforme, juste en quelques mots. Donc c'est une solution qui a été pensée pour la personne en situation de handicap elle-même. Bon, bien évidemment aussi pour les aidants, pour les professionnels de santé, mais on l'a vraiment pensée pour qu'elle puisse être la plus vulgarisée possible, la plus accessible, la plus simple d'utilisation et de compréhension. D'où le fait que on a des textes qui sont très synthétisés, on a des modes d'emploi en facile à lire et à comprendre. Et on a la possibilité aussi sur rendez-vous de pouvoir aller plus loin et répondre aux questions des personnes s'ils veulent un conseil personnalisé sur quels outils pourraient leur être utiles pour améliorer leur autonomie à domicile. Donc on travaille sur 6 grandes thématiques, tout ce qui va être attrait au lien social, hein, lutter contre l'isolement, et puis favoriser aussi le lien avec la famille, les proches, les aidants, les professionnels. Tout ce qui va être attrait à l'accessibilité, également au confort et au bien-être, puisque qui dit maintien à domicile, qui dit autonomie, dit aussi se sentir bien chez soi. Donc c'est vraiment une thématique qu'on a décidé aussi de prioriser. Tout ce qui va être trait à la santé, mais là principalement la prévention. Hein, on va pas traiter de tout ce qui est traitement, etc. au sein du domicile, mais plus essayer de réduire les risques, en tout cas, qu'il y ait des problématiques au sein du domicile. La sécurisation à l'intérieur et à l'extérieur du logement, pour qu'à la fois la personne se sente en sécurité chez elle, mais puisse aussi sortir de chez elle, aller se balader, aller faire ses courses, aller voir ses amis et pouvoir rentrer en toute sécurité. Et tout ce qui va favoriser ou recréer un apprentissage, donc au niveau cognitif, motricité ou au niveau de la mémoire. Voilà, j'ai essayé d'être la plus synthétique possible. J'espère que c'était clair. Et donc, si j'ai bien compris, je passe la main au prochain expert et les questions viendront à la fin, c'est ça? Oui, c'est peut-être plus, comme on a un temps qui est limité, c'est peut-être plus simple de rassembler les questions à la fin. Merci beaucoup en tout cas d'avoir parfaitement respecté le timing. Avec Euh, plaisir. Benjamin, tu... Donc j'ai partagé mon écran. Est-ce que tout le C'est tout monde bon. le voit? C'est C'est bon. tout bon? Ok, parfait. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je remercie Estelle et Jean-Philippe de m'avoir invité à vous présenter le programme Innovation Booster Technologie et Handicap, qui s'est déroulé durant 4 ans en Suisse, donc de 2021 à 2024. On va le terminer en fait au 31 décembre. Donc, je vais vous présenter le programme, son dispositif, les résultats qu'on a eus durant ces 4 années et conclure par en fait la présentation du programme comme une innovation sociale en soi. Donc, tout d'abord, le programme Innovation Booster Technologie et Handicap a été financé par InnoSuisse, qui est notre agence de la promotion de l'innovation en Suisse. Elle a soutenu financièrement l'Innovation Booster pour 2 millions de francs suisses au total, donc c'est environ 2 millions d'euros. Euh, Ça a duré 4 ans, 2021 à 2024, et en fait, son but, c'était de chercher des idées pour aider les personnes avec un handicap. On a organisé des cycles de financement, 2 par année, où les équipes ont proposé des idées, et si l'idée était bonne, l'équipe a reçu l'argent pour faire son projet. Notre vision au démarrage du projet, c'était de devenir le booster de l'inclusion sociale en Suisse, avec 3 valeurs cardinales, donc l'inclusion sociale, la participation et l'accessibilité. Et nous nous étions donné en fait comme mission de soutenir l'implémentation de la Convention de l'Organisation des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées en Suisse, et en accompagnant et soutenant financièrement des équipes souhaitant développer des technologies, produits ou services avec des personnes en situation de handicap. Pour ce faire, nous avons développé un réseau d'une soixantaine de partenaires sur tout le territoire suisse, donc aussi dans toutes les régions linguistiques, donc français, allemand, italien et aussi romanche.
avec donc 18 organisations de et pour les personnes concernées, 15 institutions et actions sociales, 17 entreprises et 10 partenaires académiques. Le dispositif, donc l'idée c'était comme je disais, de financer des projets de solutions innovantes pour les personnes en situation de handicap et de faire en fait toutes les étapes du processus avec les personnes concernées. Donc, on commençait toujours par une phase de récolte de besoins, où là, c'était des ateliers uniquement avec des personnes en situation de handicap. Ensuite, on cherchait à trouver des nouvelles solutions avec d'autres participantes et participants, comme des entreprises ou des académiques. L'idée, c'était de constituer des équipes qui allaient pouvoir en fait proposer leurs idées. Ensuite, on avait un jury qui allait sélectionner en fait ces idées. Le jury était composé de personnes en situation de handicap, de professionnels et de scientifiques. Et ils pouvaient attribuer des études de faisabilité de 5 000 euros, des recherches exploratoires 10 000 euros et des prototypes 10 000 euros. Et une équipe peut obtenir 3 financements consécutifs. À la fin de chaque projet, l'équipe pouvait soit redéposer pour obtenir la suite, soit aller vers InnoSuisse pour obtenir des financements plus conséquents ou décider d'arrêter si le projet n'avait pas de perspective. Euh, la même vision, mais là plus sous forme calendaire. Donc, tout au long de l'année, nous organisons des événements d'information sur le programme. Également, les ateliers d'identification des besoins et les ateliers d'idéation. Avec ensuite 2 moments clés, ce sont nos appels à projets ou qui étaient chaque fois en fait accompagnés aussi d'une journée de formation pour les équipes intéressées. Et une fois que les projets sont sélectionnés, ils se déroulaient et étaient accompagnés par l'équipe opérationnelle. Euh, donc, le règlement pour les équipes souhaitant déposer une idée, elle devait être au minimum 4 personnes et au minimum aussi une personne en situation de handicap ou une maladie en lien avec la thématique qui était obligatoire. Il fallait aussi avoir un partenaire de recherche ou académique et un partenaire d'implémentation, donc une entreprise ou une association de personnes concernées. Et aussi, on demandait de l'interdisciplinarité et de la diversité au sein de l'équipe. Le jury, donc, comme je le disais, on avait des personnes qui composaient ce jury qui étaient membres de nos commissions, donc soit des experts et experts, donc les personnes concernées et personnes professionnelles, et la commission scientifique, donc des personnes actives dans la recherche. Et le jury fonctionnait de la manière suivante. Chaque projet était évalué par 3 ou 4 personnes pour avoir au minimum une de chaque commission. Chaque personne évalue le projet individuellement au moyen d'une grille d'évaluation. Et ensuite, une séance de conciliation était organisée avec les personnes du jury. Où, durant cette séance, euh, tous les critères étaient discutés et au final, le jury devait nous rendre une évaluation commune, une décision commune. C'est un oui ou non sur le financement. Pour les résultats obtenus, donc on a organisé une cinquantaine d'événements durant ces 4 ans. Donc de l'information, des ateliers de récolte de besoins, des ateliers d'idéation et des journées de formation pour un total d'environ 1000 participants aussi sur les 4 régions linguistiques de la Suisse. Pour ce qui est des résultats, donc on a eu au total 166 projets qui ont été déposés, 85 soutenus
Et donc, c'est environ 775 000 euros d'idées qui ont été financées. Avec, vous voyez, entre la première année 2021, on était à 37% de taux d'acceptation. Et ensuite, les années suivantes, on a aussi trouvé un format qui nous a permis de, de financer environ un projet sur deux. Voilà. Là, vous avez la répartition par type de projet, donc euh, beaucoup de prototypes qui étaient proposés, de recherche exploratoire, un peu moins d'études de faisabilité. C'est aussi en raison comment dire, du montant donné. Donc, les études de faisabilité, c'était 5 000 euros, alors que les deux autres chèques étaient à 10 000 euros. Euh, Quelques exemples de projets de ce dernier cycle de financement qui vient de se dérouler. Donc, le premier, c'est un fauteuil qui s'appelle Tilt Drive. Le but, c'est en fait de développer un fauteuil avec quatre bras indépendants, comme inspiré de comment dire, dispositifs de construction qu'on appelle araignées, qui ont ces quatre bras qui bougent indépendamment et qui permettraient de vraiment aller dans des terrains difficiles ou des escaliers, par exemple, en colimaçon. Et vous voyez, on a toujours après dans les partenaires un partenaire d'implémentation, donc une entreprise qui pourrait ensuite commercialiser, et un partenaire académique pour la recherche. Gare lisible, qui est en fait l'idée d'étudier les schémas de communication qui facilitent ou complexifient l'accès aux informations dans une gare. Donc, les handicaps concernés, auditifs, mental, moteur et visuel. Et là, on a comme partenaire d'implémentation une entreprise de transport public fribourgeoise, donc régionale, et les chemins de fer fédéraux. Euh, un autre exemple de projet qui est Office Environments. Donc, c'est de réfléchir aux défis sensoriels tous les environnements de bureau et de pouvoir les adapter aux personnes avec troubles du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Et un dernier exemple, Digit Alley, qui est un bus des médias pour les compétences médiatiques des personnes ayant des troubles cognitifs, afin d'améliorer la participation numérique et l'accès à l'information. Donc là, le partenaire d'implémentation, c'est Ecartop, je vois que je me suis trompé, c'est une institution dans Suisse alémanique, et le partenaire académique HOST, qui est une haute école de travail social. Donc, le programme Innovation Booster est une innovation sociale en soi, à la fois dans ses fins et aussi dans ses moyens. Donc déjà, l'invention, il a fallu proposer la thématique technologie et handicap à InnoSuisse pour avoir le financement. Ensuite, la mise en place, donc sa gouvernance, son règlement, groupe méthodologique, équipe et programme d'activité. Dans le développement, on a eu deux adaptations majeures. La journée de formation. La première avait eu lieu après l'appel à projet, d'où le taux de 37% d'acceptation. Et ensuite, on a mis les journées de formation avant les dépôts des projets. On a tout de suite passé dans les 50% d'acceptation. Et aussi les équipes qui se sont appropriées de l'ordre prévu, et qui ont déposé comme bon leur semblait les études, les recherches ou les prototypes. Euh, des valeurs aussi qui étaient synonymes pour nous d'engagement, donc l'inclusion sociale ou rien pour nous sans nous. C'était des règles impératives qui ont fait débat lorsqu'on les a mis en place, notamment certaines personnes de la commission scientifique qui pensaient que ce serait impossible d'imposer cette règle à tous les projets. La participation,
Donc, l'idée de donner du pouvoir aux personnes concernées, de considérer tout le monde à égal afin qu'elles participent à toutes les étapes et toutes les décisions. Là aussi, ça a demandé un changement de posture de la part de toutes et tous. Et puis aussi, ça nous a permis de composer ce jury transdisciplinaire avec les commissions scientifiques et les personnes expertes. Euh, L'accessibilité, donc le design universel et la personnalisation des dispositifs. On a fait par exemple une seule brochure en 4 langues, français, allemand, italien. Et non, notre communication était en 4 langues, français, allemand, italien et anglais. Certains autres programmes Innovation Booster prenaient uniquement l'anglais, qui pour nous était enfin, c'est synonyme d'exclusion. Euh, Ensuite, notre brochure, on l'a fait uniquement en langage simplifié. Donc, vous avez le visuel sur le côté, en français, en allemand et italien. Et puis, on avait des mesures d'accessibilité par défaut pour les événements et non sur demande. Et on a fait aussi de la personnalisation, de la mise en accessibilité des évaluations des projets pour les personnes avec une déficience visuelle, pour les aider en fait à pouvoir évaluer chaque projet. Finalement, donc, on a créé aussi un ouvrage collectif qui résume, enfin, qui présente toute cette aventure de 4 ans, 22 chapitres, 52 autrices et auteurs qui ont participé à cet ouvrage et qui veut vraiment en fait proposer une réflexion sur la co-création et la conception inclusive en mettant en avant la nécessité d'impliquer les personnes concernées à chaque étape du processus. Pour les personnes intéressées, vous le trouvez en ligne sur Kern. Je vous ai mis aussi l'adresse. Et puis, quelques références. Donc, on a aussi un article, le premier, donc, vers une approche transdisciplinaire de co-innovation, où on a vraiment essayé comment dire, de théoriser toute notre réflexion que nous avons eue au sein du groupe méthodologique du Booster, et puis l'ouvrage collectif. Voilà. Je vous remercie aussi de votre attention, et puis je vais laisser la parole aux autres personnes. Merci Benjamin. Estelle, je te laisse Oui. enchaîner sans transition. Je fais le partage. Vous voyez mon écran en plein écran, là, c'est bon? Ok. Bonjour à tous, je suis ravie pour ce dernier webinaire d'H2I, en tout cas dans son format actuel, on puisse échanger sur ce sujet de la participation des personnes en situation de handicap à l'innovation. Donc moi, je suis responsable du Tech Lab d'APF France Handicap et je suis chercheur associé au Centre de recherche en gestion à l'École Polytechnique. Le Tech Lab, c'est le département innovation de l'association APF France Handicap, donc association qui a déjà un bel âge, qui est une association de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches, qui regroupe un bon nombre de personnes, je passe un petit peu vite, et qui est présente sur tout le territoire français. Le Tech Lab, c'est 3 types d'activités. D'abord, la conduite de démarches d'innovation inclusive sur laquelle je vais passer un petit peu de temps. Ensuite, une activité de recherche sur l'innovation inclusive et puis une activité aussi de veille et de conseil expert dans le domaine de l'accès au numérique pour aider les personnes en difficulté sur ce sujet-là. Donc, nos démarches d'innovation inclusive, pourquoi est-ce qu'on pousse des démarches d'innovation inclusive au Tech Lab? D'abord, parce qu'on cherche à favoriser la construction d'une société inclusive où chacun trouve sa place. L'idée, c'est de lutter contre l'exclusion by design, donc l'exclusion créée par le design, la forme, la conception des produits et services, et ce, dès la phase de recherche et développement.
On souhaite aussi valoriser l'expertise d'usage des personnes en situation de handicap avec l'idée que c'est la personne qui porte la chaussure qui sait le mieux si elle fait mal et où elle fait mal. On a d'ailleurs une doctorante en ce moment à APF France Handicap, Marilyn Menant, qui mène une recherche sur la valorisation de l'expertise d'usage des personnes en situation de handicap. Et puis, l'idée aussi pour les entreprises, c'est qu'en innovant avec les personnes en situation de handicap, qui, d'un point de vue design, sont des extreme users, des utilisateurs extrêmes, on va améliorer le confort d'usage pour tous ou trouver de nouveaux usages innovants. Alors, une démarche d'innovation inclusive au Tech Lab, ça comporte 3 phases. Une phase de découverte, une phase de conception et une phase de généralisation. Je vais passer un petit peu plus de temps sur la deuxième. Et au Tech Lab, on est un peu plus de 60 entreprises accompagnées depuis 2018. Pardon. Dans la première phase de découverte, ce qu'on va chercher à faire, c'est sensibiliser les équipes de conception, les former au design inclusif. Je ne vais pas m'étendre sur cette partie-là aujourd'hui. Dans la deuxième phase, on va être vraiment dans des sessions de co-conception avec les personnes en situation de handicap. Ça peut prendre 3 formes différentes chez nous. Ça peut prendre la forme d'entretien qualitatif, donc au domicile ou dans les locaux d'APF France Handicap, avec des objectifs qui peuvent être assez variés. Ça peut être d'abord assez varié et qui ne sont pas uniquement liés à l'accessibilité. Ça peut être vérifier l'adhésion à un produit, un service ou un concept. Ça peut être explorer l'usage au quotidien d'un produit ou service, donc le placer vraiment dans le quotidien, le lieu de vie des personnes. Ça peut être d'identifier les conditions nécessaires d'une expérience d'utilisation réussie, d'identifier des nouveaux besoins pour lesquels le produit, le service pourrait être une réponse, et puis de comprendre plus globalement les attentes du produit. On peut être aussi plutôt sur du test utilisateur, où donc là on a le produit en main ou devant soi, et on l'essaye, à nouveau pour valider qu'il répond aux besoins. Là, on fait un test de fonctionnalité. On peut aussi chercher à valider l'utilisabilité, donc la facilité d'utilisation ou l'ergonomie. On peut chercher à avoir un retour sur l'utilisation du produit en situation réelle. Ça nous arrive, par exemple, de laisser des produits en test chez les personnes dans les établissements pendant plusieurs semaines ou mois pour avoir des retours sur ce que ça donne dans leur quotidien. Et puis, on peut aussi chercher à valider que le produit n'est pas stigmatisant. C'est un test d'acceptabilité sociale. Le fait qu'un produit soit stigmatisant, c'est une des premières causes d'abandon des aides techniques, qui sont pour beaucoup pas suffisamment valorisantes pour les personnes qui un peu leur rappellent au quotidien leurs déficiences, là où elles pourraient s'effacer ou en tout cas avoir une esthétique suffisante pour n'être pas comme ça stigmatisante. Et puis, le troisième format qu'on a au Tech Lab, c'est un format de focus group ou d'atelier, où là, on regroupe un certain nombre de personnes en situation de handicap, le plus souvent avec les concepteurs des solutions, designers, ingénieurs, développeurs, et on va réfléchir autour d'un produit ou d'un service, confronter les points de vue, puis générer de nouvelles idées. Je précise que toutes ces démarches se font chez nous avec notre chef de projet innovation, Camille Chevreton, qui est designer de formation. Et puis, donc, on a toute une réflexion sur le caractère inclusif de nos démarches. On a adapté au fur et à mesure notre méthodologie pour qu'elle soit accessible à tous. Ça passe par des petites choses, mais le fait que, par exemple, on n'ait pas besoin d'écrire quand on est sur un atelier de co-conception,
le fait qu'on adapte le rythme, donc on ne fait jamais de rencontres qui durent plus de 2-3 heures. Le lieu, on se déplace assez fréquemment au sein même des établissements médico-sociaux pour que tout le monde puisse participer et qu'on n'ait pas seulement les personnes qui sont en mesure de venir vers nous. On a une approche de plus en plus pluri-handicap. On fait un briefing de posture auprès des concepteurs, donc des designers, ingénieurs avec lesquels on travaille pour maximiser la participation des personnes en évitant que la posture des concepteurs ne bride les participants. Par exemple, s'ils sentent que les concepteurs sont un peu dans une posture de protection vis-à-vis de leurs produits. On a un certain nombre de considérations éthiques aussi qu'on prend en compte dans nos démarches. On a mené une recherche sur le sujet et on a un guide qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur le sujet. On s'assure bien sûr du consentement des personnes et peut-être dans notre contexte associatif, on essaye de s'assurer du fait qu'on n'est pas dans l'injonction à la participation, parce que la participation chez nous est quelque chose d'important et on peut des fois verser dans des extrêmes où on risque l'injonction. Le but, c'est que toutes ces démarches, elles soient facteurs d'empowerment ou de pouvoir d'agir des personnes. Donc, on s'assure que ces démarches se font dans le respect de leurs paroles et aussi qu'il n'y ait pas d'instrumentalisation des démarches. L'instrumentalisation, c'est quelque chose qu'on a pu observer. Je ne suis pas sûre qu'elle soit toujours consciente de la part des entreprises, mais il peut y avoir quand même ce biais qui est que les entreprises, elles font de la co-conception pour dire j'ai fait de la co-conception. C'est important pour elles de le dire vis-à-vis de leurs futurs utilisateurs. Ça peut être important pour elles de le dire vis-à-vis d'un banquier, d'un financeur. Donc voilà, il peut y avoir une tentation de faire de la co-conception, pas vraiment pour améliorer le produit ou pas vraiment dans un moment où elles sont en mesure d'améliorer le produit. Et donc, nous, on essaye de veiller là-dessus pour qu'on soit dans quelque chose qui ait réellement un impact. On s'assure, bien sûr, des aspects sécurité, données privées, etc. On a aussi pas mal réfléchi aux questions de partage de la valeur dans nos démarches de co-conception. Donc, on demande aux grandes entreprises d'avoir une forme de gratification vis-à-vis des participants. Les startups, on est plutôt sur l'idée d'un geste commercial ou quelque chose comme ça vis-à-vis des participants. Et puis, on réfléchit aussi à l'impact sur la vie des personnes, l'impact d'un test produit, par exemple, sur la vie des personnes. Quand on est sur le test d'une aide technique qui va grandement faciliter la vie des personnes, il faut qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe une fois qu'on arrête le test, par exemple. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça avec les entreprises, on va être dans une démarche de généralisation. Là aussi, je ne vais pas m'appesantir, mais l'idée, c'est que quand on a fait un premier projet d'innovation inclusive, on amène les entreprises à formaliser leurs bonnes pratiques pour que les projets suivants prennent en compte un certain nombre par exemple, de spécifications techniques qui vont faire que leurs produits seront plus accessibles. Alors, on a travaillé avec des grands groupes, des startups. Pour vous donner quelques exemples, on a fini il y a quelque temps une démarche avec Aptar. Aptar, c'est un gros sous-traitant dans le domaine du packaging cosmétique notamment. On a commencé par les sensibiliser à l'innovation inclusive et au design inclusif. Ensuite, on a fait un entretien au domicile des personnes en situation de handicap pour savoir quels produits ils utilisent en gros dans leur salle de bain et comment elles les choisissent, qu'est-ce qui leur pose des problèmes. Puis on a fait un test de produits de la marque et de marques concurrentes. Ce test de produit, il a révélé un certain nombre de problématiques. Ces problématiques, on les a ensuite traitées dans un atelier
de co-conception avec à nouveau un panel de personnes en situation de handicap et puis des designers de la marque. Et puis, Aptar a travaillé sur des prototypes qu'on a ensuite à nouveau testés avec ce panel de personnes. Et à l'issue de toute la démarche, on a produit des fiches de bonnes pratiques de design inclusif appliquées aux produits de la marque Aptar. On a eu travaillé aussi avec le groupe Atlantique sur une démarche un peu générale de test des produits après une dizaine d'entretiens là aussi au domicile des personnes. Et l'idée, c'était d'identifier des difficultés et que le groupe puisse là aussi définir des bonnes pratiques pour ses futurs produits. Et puis, on a testé aussi une offre de la Poste, une offre de courrier augmenté qui nous a permis de faire un retour sur l'utilisabilité de cette offre et puis aussi sur la perception des personnes sur ce type d'offre plus globalement. Donc, on accompagne les grandes entreprises et puis on a un programme dédié pour les startups depuis 2 ans, qui est un programme qui s'appelle Co-conception et handicap. Dans ce programme, en fait, on forme les startups à nos méthodes de co-conception. Pendant longtemps, on a accompagné les startups en organisant pour elles des sessions de co-conception avec des panels d'utilisateurs. Et on s'est rendu compte qu'on aurait plus d'impact si on les formait à nos méthodes de façon à ce qu'elles puissent itérer ces démarches. Cette année, on a créé un label concepteur inclusif qu'on a pu décerner à toutes les startups qu'on a accompagnées cette année, en tout cas sur son premier niveau du label, et qui permet de valider le fait que la startup a été formée en fait à la démarche de co-conception et qu'elle a pu la mettre en pratique auprès d'un panel de personnes. Voilà, j'ai terminé et donc je serais ravie de répondre à vos questions.